Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire. Ouais, camarades, ce genre de discussion a toujours deux grands objectifs. Le premier, c'est que personne ne ressorte de cette discussion sans avoir rien appris. Bon, ça, avec un peu de travail, ça se fait. Le deuxième, c'est de vous donner la motivation, l'optimisme révolutionnaire, l'enthousiasme pour utiliser ces connaissances pour aller militer et construire le communisme. Bon, ça, sur un sujet comme le fascisme, c'est un peu plus compliqué en apparence. En particulier dans la période actuelle, où on voit se multiplier effectivement des attaques de groupuscules fascistes, la croissance de l'extrême droite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière en Grande-Bretagne, il y a eu une des plus grandes mobilisations de fascistes ces dernières décennies. 30 000 fascistes à Londres qui ont attaqué des lieux d'accueil de migrants, des squats, des gens qui passaient là dans la rue. Scène très choquante, bien sûr. Ce n'est pas un phénomène isolé, c'est tout un processus. Il n'y a qu'à voir les scores électoraux de l'extrême droite ces dernières décennies. On connaît tous Trump, Milei, Le Pen, Modi en Inde. Très récemment, l'AfD en Allemagne a fait de très bons scores aux dernières élections en Allemagne. Et l'AfD est très, très, très à droite, effectivement. Un exemple encore plus frappant, c'est le parti autrichien, le FPO, qui est un descendant direct de la branche autrichienne du parti nazi, qui a obtenu la majorité aux dernières élections législatives, 29% des voix. Donc c'est le processus. Et quand on a un problème, c'est vrai dans la vie comme en politique, le plus important c'est de comprendre la nature de ce problème. Parce que si on ne comprend pas la nature d'un problème, déjà on n'en voit pas forcément de solutions, et du coup on a tendance à considérer que c'est insoluble, et donc c'est désespérant. Et deuxièmement, on a aussi tendance à exagérer beaucoup ce problème. En l'occurrence, sur la question de l'extrême droite, une des grosses exagérations qu'il est possible de faire, c'est de dire tout le monde est devenu raciste, tout le monde est devenu fasciste, la population en majorité soutient ces gens-là, et ça c'est totalement faux. C'est de la même façon que ce serait faux de dire que tout le monde à gauche est communiste et révolutionnaire. Par contre, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est quelque chose qui ne va vraiment pas dans la société actuelle. Il faut vraiment vivre sur une autre planète pour penser qu'il n'y a rien à changer dans le système et la société actuelle. Et cette montée de l'extrême droite, elle reflète dans une large mesure cette réalité. Bon, le sujet de cette discussion, ce n'est pas directement celui des populismes d'extrême droite actuels, même si on ne peut pas y échapper, le sujet, au vu du sujet de cette discussion. Le sujet, c'est le fascisme, spécifiquement celui qui est parvenu au pouvoir dans toute une série de pays, dans les années 20 et 30, dans le contexte des années de crise dans l'entre-deux-guerres, crise économique, crise politique, crise sociétale. Il y a un historien anglais de cette période qui s'appelle Edward Hallett Carr, un très bon historien, qui a écrit un livre qui s'appelle « La crise de 20 ans ». Et dans ce livre, il dit « C'est la volonté de promouvoir la santé publique qui a créé les sciences médicales et la volonté de construire des ponts qui a créé les sciences de l'ingénierie. C'est le désir de guérir le corps politique d'une maladie qui a donné son impulsion et son inspiration à la science politique. » Et dans le bouquin, il poursuit en faisant référence à Marx et à sa science politique. Et le marxisme, c'est bien une science. Pour le marxisme, le fascisme a donc une définition scientifique précise. Tous les types de politiciens, d'organisations, de mouvements d'extrême droite ne sont pas fascistes. Tous les types de régimes autoritaires ou dictatoriaux ne sont pas fascistes. Et pour continuer sur cette analogie médicale, toutes les tumeurs ne sont pas cancérigènes et tous les types de cancers ne sont pas mortels. Et la façon dont on traitera ces cancers, elle devra donc dépendre de leur nature, de leurs caractéristiques et de la compréhension scientifique qu'on a de ces éléments. Et de la même façon, l'existence de l'extrême droite dans le paysage politique et la croissance de l'influence de l'extrême droite dans la société n'est pas toujours synonyme d'une montée du fascisme. On peut même aller plus loin. L'existence de certains éléments ou de certaines tendances fascistes qui existent effectivement dans la société ne veut pas dire nécessairement que son cancer est en phase terminale, c'est-à-dire qu'il y a un régime fasciste qui est sur le point d'être mis en place quelque part dans le monde ou partout dans le monde, et on pourrait dire que l'existence d'un régime fasciste, elle pourrait être considérée comme une phase terminale du point de vue de la classe ouvrière et de ses organisations. Bon, il y a des limites à cette analogie, mais ça donne un bon aperçu de la façon dont j'aimerais commencer à aborder systématiquement la question du fascisme et de son développement historique. Tout ça, bien sûr, dans le but de déterminer quelle est la nature de cette croissance de l'extrême droite et comment on va pouvoir la combattre, du coup, aussi. Alors, Trotsky a dit que toute analyse sérieuse de la situation politique, elle doit prendre comme point de départ les relations mutuelles existantes entre les trois classes sociales. La grande bourgeoisie, les rentiers, les banquiers, les grands chefs d'entreprise, les patrons du CAC 40, la petite bourgeoisie, les petits propriétaires de magasins, de micro-entreprises, petits paysans, etc., et la classe ouvrière, c'est-à-dire les salariés, et on peut inclure dedans tous les travailleurs indépendants qui sont dépendants des grandes entreprises comme Uber. Ça, c'est important parce que la manière dont on va définir le fascisme avant tout dans la vie courante,
On va le faire par l'autoritarisme, par le racisme, par l'antisémitisme. Mais on voit bien que cette définition n'est pas satisfaisante. Dans la vie courante, elle suffit. Enfin, tout le monde, moi le premier, a traité son père de fasciste quand il l'empêchait de faire un truc, dans l'adolescence ou dans l'enfance. Mais elle n'est pas satisfaisante pour une analyse sérieuse de ce qui se passe dans le monde. Sous le capitalisme, presque tous les États, même les démocraties les plus avancées, elles ont de l'autoritarisme, ils ont du racisme, et les classes dirigeantes, elles utilisent toujours ces éléments pour contraindre, pour exploiter, pour diviser les gens, pour garantir la continuité de leur pouvoir et de leur profit. Et de même, le fascisme, le mot fascisme, ça vient de l'italien, ça vient des faisceaux, qui est un symbole de l'Empire romain. Ça vient de l'italien parce que c'est le régime de Mussolini qui a donné l'exemple de base de ce qu'était un régime fasciste, et pourtant, il n'y avait pas, en tout cas au début, l'antisémitisme acharné qui a été souvent associé par la suite au régime fasciste. Donc il faut une meilleure définition. Le fascisme, il commence toujours comme un sentiment et un mouvement anti-establishment, au sein de la petite bourgeoisie qui est ruinée par la crise du capitalisme. Ted Grant, qui est un des fondateurs de notre international, et un grand théoricien marxiste, il disait que la crise aggravée en Italie a fait de la petite bourgeoisie italienne une victime facile de la démagogie fasciste. Parce que la population juive était très faible numériquement en Italie, l'antisémitisme n'a pas fait partie de l'arsenal du fascisme italien. Sa démagogie s'est centrée sur l'opposition au grand trust et sur le soutien pour l'homme du commun, entre guillemets. Aux bandits et aux aventuriers qui constituaient la milice de Mussolini est venu s'ajouter des étudiants, des chômeurs, des fermiers, des professionnels et des recrues de la classe moyenne plus généralement. Bon, ça correspond plus ou moins à ce qu'est le fascisme en tant que mouvement. Mais le fait que des mouvements fascistes existent ne signifie pas pour autant que ces groupes sont sur le point de prendre le pouvoir. Dans les 3 exemples classiques des mouvements fascistes qui arrivent au pouvoir dans l'histoire, en Italie avec Mussolini, en Allemagne avec Hitler et en Espagne avec Franco, les fascistes sont restés longtemps très faibles, peu influents pendant les premières étapes de leur histoire. Et à l'inverse, pendant ces étapes, le mouvement ouvrier, la gauche ouvrière, elle était bien plus puissante. C'est qu'après une longue période de lutte révolutionnaire, une période de crise révolutionnaire non résolue, que les fascistes sont parvenus à devenir des mouvements de masse et que les grandes bourgeoisies de ces pays, désespérées par les crises révolutionnaires, ils se sont mis à utiliser de manière opportuniste ces mouvements comme d'un outil pour réduire la classe ouvrière et restaurer l'ordre, c'est-à-dire le pouvoir de la bourgeoisie sur la société. Donc on voit que le fascisme en tant que phénomène dépend déjà d'un certain nombre d'éléments. Il dépend du niveau de développement des processus révolutionnaires, il dépend des rapports entre les classes dans la société, et il dépend du mouvement de ces rapports entre les classes. Donc avec ceci en tête, on peut déjà dire qu'en France aujourd'hui, en Europe, la base sociale qui permettrait de nourrir un mouvement et un régime fasciste, elle est extrêmement petite et extrêmement faible. Elle a plus de poids qu'elle avait dans les années 30. La petite bourgeoisie, la paysannerie, elle a fondu, elle s'est prolétarisée en fait. Ce qui est autrefois des petits propriétaires est devenu des salariés. La classe ouvrière domine massivement la société numériquement, et un truc très important, c'est que les fascistes ont toujours beaucoup de mal à s'enraciner profondément dans la classe ouvrière. Même pendant les élections de 1932 en Allemagne, qui ont été l'apogée de la popularité d'Hitler, le parti nazi a fait un score quasi nul parmi les travailleurs industriels et au sein des couches organisées de la classe ouvrière, et des scores très moyens dans le reste des travailleurs et chez les chômeurs. Ça c'est logique, parce que les intérêts de la classe ouvrière sont fondamentalement, et en totalité en fait, opposés aux objectifs du fascisme. Donc la base sociale du fascisme est aujourd'hui très faible, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on doit être complaisant et qu'on doit se dire le fascisme, tranquille, ça n'arrivera pas, ils ne sont pas une menace, pas de problème, quoi, on n'en parle pas. Ils sont une véritable menace pour les gens aujourd'hui. On le voit régulièrement, j'ai parlé de la Grande-Bretagne, l'année dernière en France, il y a 5 membres du GUD qui ont agressé un jeune homme de 19 ans parce qu'il était trans et qui lui ont dit vivement que Le Pen soit au pouvoir, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Il y a quelques années en Grèce, il y a un jeune militant qui a été assassiné par des fascistes d'Obdoré, un militant du KKU, parti communiste grec. Et donc, pareil, l'année dernière, il y a des émeutes d'extrême droite qui ont mené à de nombreuses agressions sur des gens, des migrants, des manifestants, et des personnes de couleur. Donc c'est un vrai problème, c'est une vraie menace, à la fois pour les gens eux-mêmes et pour leur vie, mais aussi pour le mouvement, parce que la conséquence et l'objectif en fait affiché de ce genre d'agression et d'attaque, c'est de décourager les gens d'agir contre le système, de les intimider pour qu'ils restent tranquilles. Et donc dans ce sens, il faut toujours accueillir très favorablement les mobilisations antifascistes ou anti-extrême droite qui obligent tous ces dégénérés à rester à leur place en fait. Il y a une autre chose aussi, les classes dirigeantes, elles ont parfaitement conscience de l'équilibre des forces actuelles entre les classes. Et la dernière chose qu'elle veut, c'est que l'extrême droite devienne trop décomplexée, fasse trop de provocations, engendre un mouvement en réaction bien trop importante au final de la classe ouvrière. Ça créerait beaucoup trop d'instabilité.
ce qui est contraire à ses intérêts à ce stade. Ça pourrait changer dans le futur, mais on n'y est clairement pas encore. Et c'est ça qui explique, par exemple, que la classe dirigeante elle-même, elle intervient régulièrement pour essayer de contenir l'extrême droite. C'est pour ça, par exemple, que Darmanin, l'année dernière, il a dissous le GUD, et qu'il dissout, que les ministres bourgeois dissoudent régulièrement les organisations néo-nazis, chaque fois qu'elles se font un peu trop parler d'elles. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi, si hostiles aux populistes de droite comme Trump ou Le Pen. Bon, on a parlé du fascisme, du mouvement fasciste. Qu'en est-il du fascisme en tant que régime? Que se passe-t-il quand il obtient le pouvoir? À quoi ça ressemble? Alors, comme je l'ai dit, le fascisme, c'est caractéristique d'une certaine étape du développement du capitalisme, et avec un certain équilibre des forces des différentes classes. Donc, quand le fascisme arrive au pouvoir, il met en place un certain type de régime capitaliste. Ça, c'est une chose sur laquelle on doit être clair. Le fascisme est toujours un régime capitaliste. En revanche, les capitalistes, ils n'adoptent jamais ce genre de régime avec joie, ou sur un coup de tête. Parce que ça signifie pour eux abandonner le pouvoir politique à une clique de fous furieux, qui sont à la tête en plus d'un mouvement de masse, et sur lesquels ils ont du coup une influence que très limitée. C'est pas une situation qui est confortable pour eux, mais ils y ont quand même recours historiquement, comme un peu le régime de la dernière chance, pour maintenir leur pouvoir économique et leur propriété privée, et éviter une révolution socialiste qui leur ferait perdre ces deux choses-là. Donc ils utilisent le fascisme pour terroriser la classe ouvrière, pour détourner ceux qui peuvent l'être, qui peuvent être attirés par le mouvement ouvrier, vers le soutien à un nouveau régime, entre guillemets, parce qu'il prétend être anti-establishment, mais, enfin, en dernière analyse, il existe en défense des grands capitalistes, de la finance et de l'industrie. Et en faisant ça, la bourgeoisie, elle ouvre la voie à la résolution de l'impasse d'une crise révolutionnaire, non résolue, par la défaite de la classe ouvrière, qui était dans la période précédente trop forte pour être vaincue, mais qui est alors devenue épuisée, démoralisée par la longue lutte et par toutes les opportunités manquées de prendre le pouvoir dont elle a fait expérience. Et une fois que la classe ouvrière est fatiguée et démoralisée, les fascistes ils sont là pour la noyer la crise dans le sang des ouvriers. Donc, quand le fascisme prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est anéantir physiquement les organisations de la classe ouvrière. Il le fait à travers des organisations paramilitaires de masse, les chemises brunes, par exemple, qui envoient tuer les militants, détruire le matériel, saccager les bâtiments affiliés à ces organisations, et bien sûr aussi à travers l'appareil bureaucratique et policier qu'il obtient en prenant le pouvoir. Et une fois qu'il a détruit les syndicats, les partis ouvriers et les communistes, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne brutalement à 180 degrés contre son propre mouvement de masse, la petite bourgeoisie qui le suivait. Il la réprime et il devient une dictature militaire brutale qui s'infiltre dans tous les aspects de la vie courante, des simples organismes de l'État, la justice, la police, l'armée, jusqu'aux médias, à l'éducation, la recherche scientifique, la culture, l'art, tous dominés par l'idéologie fasciste. Les associations de jeunesse, les organisations de jeunesse, les associations, tout est dominé par l'idéologie fasciste. Les connaissances, les livres sont brûlés en masse. Il y a une domination idéologique, physique, organisationnelle totale sur la société, avec des soldats et des espions du régime qui sont à chaque coin de rue. Et des exécutions publiques, évidemment, pour tous les récalcitrants. Donc c'est un règne de terreur. Ça, c'est la nature d'un régime fasciste. Bon, il faut garder ça en tête quand même, quand on se demande si les régimes actuels qu'on voit dans le monde sont des régimes fascistes. Il faut avoir une certaine sens des proportions quand même. Parce que c'est très important pour une organisation de la classe ouvrière, parce que le mouvement ouvrier, il doit mettre en place ses tactiques et ses stratégies en fonction de la situation réelle. Il ne doit évidemment pas avoir la même stratégie, même tactique, que l'on soit dans un régime de terreur ou un régime où on a quand même le droit de se mobiliser ouvertement dans une certaine mesure. Mais la leçon la plus importante que j'aimerais transmettre à propos de l'histoire du fascisme, c'est que ce type de mouvement n'arrive jamais au pouvoir de manière inévitable ou en raison d'un manque d'opposition. Il arrive au pouvoir après l'échec d'un mouvement révolutionnaire, qui a lui-même échoué à prendre le pouvoir. Donc il faut tirer les leçons des grandes erreurs du mouvement ouvrier en Europe dans les années 30, parce que ce sont ces erreurs qui ont ouvert la voie à la prise du pouvoir des fascismes, et c'est seulement en ne reproduisant pas ces erreurs qu'on pourra totalement être assuré de notre capacité à cette fois barrer la voie à l'émergence d'un futur régime fasciste. Il y a 3 erreurs en particulier sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, et pour ça il va falloir que je discute un peu historiquement de deux grands événements, la crise révolutionnaire en Allemagne entre 1918 et 1933, et la crise révolutionnaire en Espagne entre 1931 et 1937-38. Alors pour la première, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. On est en Allemagne, la révolution russe a eu lieu en 1917, on est en 1918. Le mouvement révolutionnaire s'est répandu en Europe, partout, y compris en Allemagne. Et en novembre 1918, la classe ouvrière allemande s'est massivement soulevée. Il y a de nombreux soldats et marins qui sont mutinés et ont commencé à marcher sur les villes. On a vu l'apparition de comités de soldats, d'ouvriers, de paysans, de soviets, en somme. Et il y avait une situation de double pouvoir dans les villes allemandes. Personne ne savait vraiment si le pouvoir était entre les mains des officiels de l'État allemand ou entre celles des comités révolutionnaires.
Ce mouvement il a été si puissant qu'il a mis un terme à la Première Guerre mondiale, à lui seul, et il a mené au renversement du Kaiser et à la déclaration de la République de Weimar en Allemagne. Mais cette déclaration de la République de Weimar, elle n'a pas constitué la fin de la révolution allemande. Ça a été que le début de la révolution. La crise révolutionnaire, au final, elle a duré 14 ans. Elle sera totalement résolue que par la défaite de la classe ouvrière et la prise de pouvoir du fascisme qui était représentée par Hitler et le parti nazi. Donc évidemment, c'est une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Mais la vraie tragédie dans tout ça, c'est que la classe ouvrière a eu à de multiples occasions l'opportunité de prendre le pouvoir avant l'arrivée d'Hitler. De janvier 1919 et jusqu'en septembre 1930, le SPD, qui était le parti social-démocrate, il existe toujours, il est beaucoup plus à droite aujourd'hui, il était à l'époque l'héritier de la Deuxième Internationale. C'était un parti qui avait été marxiste à sa fondation. Il était plus marxiste, il était quand même à gauche, très à gauche. C'était le parti dominant dans tout le pays, avec systématiquement les meilleurs scores et par une large majorité dans toutes les élections de 1919 à 1930. A l'inverse, les forces du fascisme, si vous regardez les graphes des résultats électoraux de cette époque, ils ont un poids électoral inexistant au début des années 20, très faible à la fin des années 20, et c'est seulement au début des années 30 qu'elles obtiennent de bons résultats aux élections. Et malgré cette puissance des forces de la classe ouvrière, c'est l'attitude réformiste permanente du SPD et les trahisons régulières des dirigeants du SPD à l'encontre de la classe ouvrière qui retenaient à chaque étape le mouvement ouvrier. Première erreur, réformisme en période de crise. Ils refusaient la nécessité du renversement du capitalisme précisément au moment en fait, où le capitalisme était dans une de ses crises les plus profondes, finalement. Ils ont même été au gouvernement, évidemment, puisqu'ils avaient les meilleurs scores électoraux. Ils ont participé au désarmement des milices ouvrières, à la dissolution des conseils ouvriers. Ils ont géré une décennie de crise économique particulièrement brutale, avec une hyperinflation inimaginable, une crise du logement, une crise de la faim, des faillites et des fermetures d'entreprises, des grèves, des manifestations contre les manifestations, de la répression. Et rien n'était résolu. Ce qui a mené à transformer les énormes quantités d'espoir qui avaient été soulevées par le mouvement et la crise révolutionnaire, au début de la crise, en des abîmes de désespoir à la fin. La popularité du parti nazi, elle a commencé à grandir au début des années 20. À partir de 28, il était suffisamment gros pour que la plupart des grands capitalistes industriels financent activement le parti. Et de 28 à 32, leur poids politique il a explosé. Et au même moment, d'ailleurs, en 28, fin des années 20, vous avez le krach boursier qui a eu lieu. Et vous avez l'inflation qui repart encore à la hausse, le chômage qui augmente de 1000%. Dans les 3 années qui précèdent 1932, vous avez 600 000 chômeurs en 1928 en Allemagne, 6 millions en 1932. Des centaines de milliers de petites entreprises et de petits commerçants ferment, les paysans sont criblés de dettes, ils font banqueroute. Et bien sûr, les fascistes, dans ce contexte-là, ils pouvaient dire « Regardez, le SPD il a été au pouvoir pendant presque 10 ans à ce stade. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé exactement ? Ce sont des traîtres vis-à-vis du peuple. » C'est ça que disaient les nazis. Ils n'ont apporté aucune solution au problème du peuple. Ils répriment les mécontents partout où ils s'expriment, et c'est vrai, tout ça était vrai. Ça donnait à la propagande fasciste un avantage qui était considérable. Les fascistes, du coup, aussi, pouvaient dire, comme le SPD est le représentant de la classe ouvrière qui est en lutte permanente, c'est le mouvement ouvrier en général qui est constitué de traîtres à la nation. Parce que qu'est-ce qu'ils font, si ce n'est créer un chaos constant, des grèves permanentes, des perturbations quotidiennes de la vie, et surtout, sans que rien ne progresse. Donc, on doit avoir l'ordre, en fait. Au moins, il faut qu'on ait ça. Donc c'est un échec des partis de la classe ouvrière à mener les travailleurs au pouvoir et à faire naître une nouvelle société qui a été fatale au mouvement. Ils ont laissé un vide, essentiellement, que les fascistes ont pu occuper pour prendre la tête du mouvement de masse qui se développait à l'époque. Et les fascistes, ils ont pris cette position anti-establishment contre les banquiers et les capitalistes, en particulier ceux qui étaient juifs, bien sûr. Mais ils sont parvenus à utiliser ce sentiment anticapitaliste qui existait au sein même des étudiants, des petits artisans, des commerçants, des agriculteurs, tout en attaquant le mouvement ouvrier. Ça, c'est la leçon numéro 1. Donc, le réformisme dans une période de crise révolutionnaire est fatal, parce qu'en période de crise du capitalisme, c'est une crise. Peu importe qui est au gouvernement, les conditions de vie, elles se dégradent. Et le réformisme, sans réforme capable d'améliorer les conditions de vie des gens, le réformisme qu'avec des contre-réformes, qu'avec de l'austérité, tout ce qu'il peut faire, c'est discréditer la gauche et renforcer la droite. Même s'il faut bien insister là-dessus, à aucun moment, le fascisme n'est devenu un mouvement ouvrier lui-même. C'est resté un mouvement petit bourgeois. On le voit au fait que, bien sûr, il y a certaines couches de la classe ouvrière qui sont mises à apporter leur soutien au fascisme à certains moments, mais les nazis n'ont jamais obtenu la majorité au sein des quartiers ouvriers des villes allemandes.
Encore une fois, même pendant l'élection de 1932, quand les fascistes ont gagné plus de 11 millions de voix, ce qui faisait eux le plus gros parti en Allemagne, avec 33% des voix, même dans cette élection, les voix combinées du SPD et du KPD, donc les sociodémocrates et des communistes, merci, elle représentait 13 millions, donc 36% des voix. Donc même là, à l'apogée de la popularité des fascistes, le SPD et le KPD ensemble, les forces de la gauche, elles étaient plus importantes encore. Ça nous amène à la deuxième erreur. Elle a été commise par le Parti communiste allemand, cette fois, le KPD. Le KPD, il a été incapable de correctement définir ce qu'était le fascisme. Et ce faisant, ils ont refusé de travailler à construire un front unique avec le SPD, à ce moment crucial en 1932. Donc les réformistes et les traîtrises du SPD, elles sont devenues assez évidentes, assez rapidement pour un certain nombre de personnes, au moment de la Première Guerre mondiale et de la Révolution allemande en 1918. Et c'est autour de cette constatation que le KPD a été formé. Il était inspiré lui aussi de la Révolution russe et de la Fondation internationale communiste. Et le KPD, dans ses premières années, il ne s'est pas formé avec une préparation minutieuse, en avance, il est apparu en pleine crise révolutionnaire, il a fait toute une série d'erreurs, qui a fait que, sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir, mais qui a fait qu'il n'a pas été capable d'amener les travailleurs au pouvoir à la première opportunité, en 1918-19. Mais c'est quand même devenu un parti de masse. Ce n'était pas le parti de masse, parce qu'il y avait quand même le SPD qui était plus important. Et après le flux révolutionnaire des premières années, la tâche du KPD, des communistes, c'était de patiemment gagner la classe ouvrière, de la convaincre de laisser tomber les dirigeants du SPD et de suivre la cause du communisme et du pouvoir des soviets. Ils n'y sont pas parvenus, ils ont fait à nouveau plusieurs erreurs, sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir sur toutes les erreurs. On a un livre sur la Révolution allemande, je vous invite à le lire, on a plein d'articles sur la question. Mais l'erreur centrale, c'est justement cette incapacité à définir correctement ce qu'est le fascisme. Après l'expérience, et on peut dire après l'expérience de l'arrivée au pouvoir du fascisme en Italie, qui a eu lieu une décennie plus tôt, cette erreur, on ne peut pas trouver de raison de leur pardonner, quoi. On ne peut pas trouver de justification à leur fait, quoi. Dans les dernières années de la période de 1918 à 1933, le KPD, qui suivait aussi le très mauvais conseil de la bureaucratie de Staline à Moscou, ils ont refusé d'organiser une lutte commune avec les militants du SPD contre le fascisme, alors même que le fascisme à ce moment-là était en train de devenir une vraie menace. Et ils sont même arrivés, ça c'est scandaleux, à envoyer leurs militants aller tabasser des travailleurs sociodémocrates lors de leurs meetings, conjointement avec les nazis. Ce qui, encore une fois, est absolument fou, quoi. Ça montre à quel point une mauvaise définition de ce qu'est le fascisme peut être dangereuse, parce que leur argument, c'était précisément que le SPD, c'était un parti social fasciste. C'est complètement fou, hein. Voilà la logique. Le KPD disait, les dirigeants du SPD ont été au gouvernement pendant 10 ans, ils défendent et maintiennent le système capitaliste, c'est vrai. Ils répriment et ils oppressent les communistes, c'est vrai. Ce sont des traites à la classe ouvrière qui collaborent avec la bourgeoisie, c'était vrai aussi. Ils sont la seule raison pour laquelle le capitalisme arrive à survivre malgré la crise politique et sociale, encore une fois c'est vrai. Et tout cela est ce qui permet au fascisme du coup de croître en influence, donc le SPD est basiquement une autre face de la même pièce fasciste. Le SPD fait partie intégrante du phénomène du fascisme allemand pour le KPD. Donc les militants du SPD sont des fascistes aussi, tout aussi mauvais que les nazis, et même ils sont pires parce que les nazis, comme je l'ai dit, ils n'ont pas une base solide dans la classe ouvrière, alors que les SPD, par contre, ils font des scores maximaux au sein du mouvement ouvrier. Donc on voit qu'il y a une certaine logique tordue derrière tout ça, mais la conclusion elle est complètement fausse et folle. Les dirigeants du SPD, même s'ils étaient effectivement des collaborateurs de classe, ils devaient leur position au gouvernement et dans le mouvement ouvrier, leur capacité à trahir les ouvriers, du coup, précisément à l'existence d'une démocratie bourgeoise, et précisément à l'existence du mouvement ouvrier lui-même. Là où le fascisme, lui, c'est quelque chose de complètement différent. Le fascisme, il est pour l'annihilation complète du mouvement ouvrier et l'abolition complète de tout droit démocratique. C'est une dictature brutale. Donc appeler les deux la même chose, c'est de la folie pure, et c'est ce qui a résulté en la division du mouvement ouvrier face aux vrais fascistes, et donc à l'impossibilité de mobiliser efficacement l'ensemble du mouvement ouvrier pour lutter contre eux et pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Et c'est pas comme si cette erreur ne pouvait être reconnue qu'après coup. À l'époque, les trotskistes britanniques ont été exclus du Parti communiste britannique en 1932 pour avoir défendu la nécessité d'un front unique avec les sociodémocrates et les communistes. Il arrivait plus ou moins la même chose aux trotskistes français pour les mêmes raisons en plusieurs vagues d'expulsion à la fin des années 20 et début des années 30. Et c'est aussi dans ces années-là que la révolution espagnole est entrée dans ses premières étapes. Révolution espagnole, au cours de laquelle les dirigeants des partis communistes s'apprêtaient à faire une autre erreur fatale, qui est la collaboration de classe, le fait de la tactique des fronts populaires, qui est la dernière erreur dont je veux parler. La bureaucratie stalinienne à Moscou
avait, à partir de 1934, changé complètement sa position après la victoire d'Hitler en Allemagne. Elle avait abandonné ses appels à qualifier les sociodémocrates de sociofascistes et il défendait maintenant la nécessité non pas d'un front unique des sociodémocrates avec les communistes, mais d'un front populaire qui rassemble cette fois du coup les sociodémocrates, les communistes et les petits bourgeois progressistes qui souhaiteraient, les partis bourgeois progressistes pardon, qui souhaiteraient y participer. Mais en réalité, face à un mouvement véritablement révolutionnaire, il n'y a jamais de parti bourgeois progressiste. La bourgeoisie, elle défendra toujours sa propriété privée des moyens de production par tous les moyens. Et elle choisira volontiers le fascisme si ça peut lui éviter le risque d'une révolution socialiste. Donc quand la révolution espagnole a débuté et que Moscou a demandé au Parti communiste espagnol de suivre la tactique du Front populaire et de modérer ses mots d'ordre, de modérer son programme, de trouver un compromis avec cette fameuse bourgeoisie progressiste, ce qu'elle lui demandait en fait, c'était de s'associer au prix du programme, au prix des revendications du mouvement ouvrier, à des politiciens qui n'étaient plus que l'ombre de la bourgeoisie. Sans influence sur elle, parce que les vrais capitalistes, eux, ils étaient déjà dans le camp des fascistes et de Franco. Et en insistant que les travailleurs doivent adopter une position uniquement défensive pour la défense de la démocratie, au lieu d'organiser une lutte offensive contre les propriétaires fonciers, contre les capitalistes qui financent et organisent la réaction fasciste, au lieu d'organiser et de diffuser les assemblées générales et les comités révolutionnaires à travers tout le pays et de les utiliser pour réorganiser la société et s'emparer collectivement des grands leviers de la production, c'est-à-dire les transports, les usines d'armement, les banques, etc., ils ont laissé les fascistes se regrouper, s'organiser, et avec l'appui de ces grands leviers de la production, qui étaient mis à leur disposition par la bourgeoisie, ils ont attaqué et ils ont anéanti le mouvement ouvrier et toutes ces organisations. Donc cette défense du régime démocratique bourgeois, au lieu de partir à l'offensive, ça a été aussi une erreur fatale de la part des communistes. Et je veux réitérer que dans ces trois exemples, le fascisme est devenu une véritable menace qu'après qu'il y ait eu une longue période d'intense révolution, où il semble que le capitalisme pourrait être renversé. Mais cette porte, elle est laissée ouverte par la direction du mouvement ouvrier, ce qui laisse toute latitude aux fascistes pour gagner en influence, pour écraser la révolution dans le sang, essentiellement. Donc, ces trois erreurs, réformisme en pleine crise du capitalisme, mauvaise caractérisation ou définition de ce qu'est le fascisme, et collaboration de classe, Front populaire, ce sont ces trois erreurs qui, encore aujourd'hui, se reproduisent encore et encore et encore, et en fait pendant toute la période qui a suivi. Comme vous le savez, le mot fasciste, on l'a dit au début, il est utilisé de manière permanente aujourd'hui. Ce qui la plupart du temps est une erreur honnête, mais c'est aussi utilisé en permanence comme une excuse pour justifier la couardise, l'inaction, ou carrément les trahisons des soi-disant partis de gauche. En Inde, par exemple, il y a effectivement un gouvernement extrêmement réactionnaire. Il est dirigé par Modi depuis 2014. Ce régime, il est souvent appelé un régime fasciste, au même titre que le régime de Trump est appelé un régime fasciste, celui de Bolsonaro au Brésil il y a quelques années, celui de Meloni en Italie. Il y a une célèbre journaliste indienne libérale qui s'appelle Rana Ayoub, qui a écrit en octobre 2021 « Notre descente dans le fascisme est complète. L'Inde était maintenant officiellement un État fasciste fondamentaliste hindou. » Donc ça se dit. Et Rana Ayoub, ce n'est pas une personne qui est peu connue. Et pourtant, elle a écrit ça en 2021. Juste l'année précédente, en 2020, il y avait la plus grande grève de l'histoire de l'humanité qui venait d'avoir lieu. 250 millions de travailleurs s'étaient mis simultanément en grève aux côtés d'un immense mouvement de contestation organisé par les petits paysans indiens contre le régime de Modi et les politiques de subvention de céréales qui allaient favoriser les grandes entreprises agroalimentaires et forcer des millions de petits paysans à mettre la clé sous la porte. Et le gouvernement de Modi, il a été obligé de reculer. Il a abandonné ses projets de subvention des céréales. Et donc ça a été une victoire partielle ou relative du mouvement. Surtout, l'existence d'un mouvement tel que celui-là, c'est l'antithèse d'un régime fasciste. Parce que le régime fasciste, il est défini avant tout par l'annihilation de toute forme d'organisation de travailleurs et des exploités. Donc il n'aurait pas pu tolérer une telle organisation, il l'aurait écrasé tout de suite dans le sang. Elle n'aurait même pas pu s'organiser, ça. Et il y a eu de nouveaux mouvements de grève en Inde après ça. En 2022, il y a eu 200 millions de grévistes. Et à la dernière élection de 2023, le fait déjà qu'il y a eu une élection vous en dit beaucoup sur la nature du régime en place, mais à la dernière élection, Modi il a perdu énormément de voix, il a été incapable d'avoir une majorité, et même s'il est resté au gouvernement, bien sûr, il a formé une coalition avec les autres partis de droite. Donc quand même Modi serait idéologiquement un fasciste, même s'il voudrait bien lui-même personnellement avoir une dictature fasciste, ce qui est possible, de toute évidence, il ne peut pas en avoir une. Ça fait 2 ans qu'il est obligé de faire des concessions à ses partis alliés, de jouer le jeu de la démocratie bourgeoise, de reculer quand les mesures qu'il veut prendre sont trop impopulaires. Ça n'a rien à voir avec les méthodes d'Hitler, ça.
En fait, c'est que l'équilibre des forces de classe de la société indienne, à ce stade, ne permettent pas un régime fasciste aujourd'hui. Encore une fois, je ne dis pas que ce régime n'est pas dangereux. Et je ne dis pas non plus que le fascisme n'existe pas du tout en Inde. Au contraire, en fait, en Inde, il y a la plus grande organisation d'extrême droite fasciste ou fasciste-like dans le monde. Elle s'appelle la RSS, l'Organisation des volontaires nationaux, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire en français. Elle existe depuis les années 20, et c'est un groupe paramilitaire de fondamentalistes hindous d'extrême droite. Modi en était un des dirigeants dans sa jeunesse. Et oui, ils sont une menace. Lors des manifestations de 2020, des militants de la RSS ont mené de violentes actions de représailles contre les manifestants et des musulmans. Sur les réseaux sociaux, ils ont posté des actes de torture, des incendies, diverses agressions, des viols qu'ils ont menés contre des musulmans et contre des manifestants. Certaines vidéos témoignent d'ailleurs d'une complicité de la police, puisque ce groupe est utilisé évidemment par l'État indien pour justement réprimer les mouvements sociaux. Et ces attaques, elles ont fait entre le 23 et le 28 février 2020, 42 morts et plus de 200 blessés. Donc c'est un grand danger pour la vie des gens et le mouvement ouvrier en général. Et c'est une organisation qui compte 6 millions de personnes. Mais les confédérations syndicales indiennes, elles ont 9 millions d'adhérents. Donc déjà, c'est une force plus importante. Et elles sont capables de mobiliser des dizaines, voire des centaines de millions de manifestants lors des grèves les plus importantes. Et il y a 470 millions de prolétaires en Inde. 35 millions de travailleurs industriels. C'est une force sociale qui est colossale et qui ne peut pas juste être balayée comme ça, juste parce que quelqu'un dans le gouvernement voudrait bien le faire. On doit noter, cependant, que la majorité de la population indienne, à ce stade, est constituée encore de petits paysans qui pratiquent une agriculture de subsistance. Et il y a aussi une large couche de petits bourgeois dans la population urbaine, de petits commerçants, de petits artisans. Donc quand on parle de base sociale du fascisme, on pourrait dire qu'elle existe et qu'elle a une certaine force en Inde. Mais en réalité, la réalité, c'est que la masse des petits paysans et des petits commerçants et des artisans ne sont pas, à l'heure actuelle, en train de se diriger politiquement vers Modi ou vers la RSS et les fascistes. Au contraire, pendant le mouvement paysan de 2020, qui a impliqué des paysans de toutes les régions et de toutes les castes, le KSM, qui était l'organisme dirigeant du mouvement, a fait cette déclaration. Ils ont dit « Ce mouvement se bat vaillamment contre le régime corporatiste de Modi qui facilite le pillage de biens du peuple par les grandes entreprises de la finance, en particulier ceux des paysans et des travailleurs. » Et dans la suite de la déclaration, ils s'attaquent aussi directement à la RSS, les accusant d'être des anti-paysans qui ne demandent jamais de réforme agraire et qui se rangent systématiquement dans le camp des classes possédantes. Ça, c'est la voix de la paysannerie indienne, à l'heure actuelle. Et pourtant, au lieu de s'impliquer dans ce genre de mouvement, au lieu d'essayer d'en former une puissante direction révolutionnaire, le Parti communiste d'Inde et le Parti communiste d'Inde marxiste, qui sont deux partis différents, les deux s'accrochent désespérément aux partis libéraux. Ils s'accrochent à cette idée que la chose à faire, c'est de former un front populaire avec les libéraux bourgeois pour stopper le fascisme. Au lieu de faire un travail indépendant, d'organiser la grève générale avec un programme véritablement révolutionnaire, au lieu de former des milices d'armées d'ouvriers pour protéger la communauté musulmane indienne et tous ceux qui sont politiquement persécutés par les fascistes hindous, le Parti communiste d'Inde, il a honteusement formé une alliance électorale avec le parti capitaliste traditionnel de l'Inde, c'est-à-dire le Congrès national indien, dans le but, je cite, de vaincre le fascisme et de sauver la Constitution. Leur alliance avec la bourgeoisie, elle aura l'effet opposé de ce qu'ils espèrent faire. Comme si le Congrès national indien n'était pas lui-même un parti des entreprises de la finance. Comme si le Congrès national indien n'était pas lui-même dans le camp des possédants. Comme si faire alliance avec lui allait permettre de redistribuer les terres qui sont volées aux paysans et les droits sociaux qui sont pris aux ouvriers. Le parti du Congrès national indien a été au pouvoir pendant des décennies, pendant la majorité de l'histoire de l'Inde, après son indépendance. Il a de nombreuses fois montré à tous qu'il était un ennemi du peuple. Ces différents gouvernements ont représenté pour la majorité des Indiens les grandes entreprises, l'exploitation la plus brutale, les privatisations, les coupes budgétaires et les mesures d'austérité et la répression policière. Et c'est ça qui a permis au BJP, le parti de Modi, d'arriver au pouvoir en fait, et de démarrer une résurgence du mouvement national hindou. Le BJP, il est arrivé au pouvoir sur la base d'un énorme mouvement populaire anticorruption en 2011, un mouvement qui était dirigé contre le parti du Congrès, qui était au pouvoir à l'époque. Ils se sont associés à ce mouvement de manière opportuniste, ils ont gagné en visibilité, ils ont gagné les élections de 2014. Je dirais qu'aux dernières élections, cette coalition en fait, du Parti communiste d'Inde et du Congrès national indien
avaient réussi à gagner les élections et à former un gouvernement, eh bien les communistes, ils auraient passé les 5 années suivantes à se discréditer encore plus et à booster du coup la popularité de l'extrême droite. Bon, l'idée centrale, c'est qu'il y a une énorme humeur combative en Inde aujourd'hui, au sein de la classe ouvrière et de la paysannerie. Et il s'agit du début d'une période d'intense lutte de classe, pas de la fin d'une révolution qui aurait échoué à prendre le pouvoir. Et le fascisme n'est donc pas encore à ce stade en position de prendre le pouvoir. La question, c'est du coup, comment on peut l'empêcher de gagner cette position. Et déjà, c'est clairement pas en répétant les mêmes erreurs qui ont permis aux fascistes d'arriver au pouvoir dans les années 20, dans les années 20 et 30 au XXe siècle. Si la direction de la classe ouvrière ne tire pas les leçons de cette histoire et en conséquence échoue à résoudre la crise qui fait face au peuple indien, alors là, oui, il y aura une base sociale qui permettra potentiellement au fascisme d'essayer de prendre le pouvoir et peut-être de réussir. Si les syndicats et les partis communistes en Inde ne se préparent pas à ça, ils le font à leur péril, déjà, et ils le font aussi au péril de millions de personnes. Et ça, c'est pas un jeu, en fait, cette histoire-là. Bon, pour en revenir à la France et à l'Europe, l'équilibre de force de classe, elle rend le fascisme ici encore plus faible qu'il ne l'est en Inde. Comme je l'ai dit, on ne retrouvera pas ces idées en masse dans le mouvement ouvrier, et la classe ouvrière est trop large, trop forte, et elle s'oppose à ces idées. Et la classe dirigeante le sait. Mais même si la classe dirigeante ne soutient pas ces idées pour le moment, activement en tout cas, elle cherche à les réprimer quand elles deviennent trop visibles, c'est un processus contradictoire, parce que ces idées, elles n'apparaissent pas, elles n'émergent pas de nulle part. Elles viennent d'en haut, bien sûr. Ça, on le voit tout le temps. La classe dirigeante, elle essaye de diviser la population sur des lignes de race, de sexe, d'orientation sexuelle, pour éviter qu'elle se divise sur la vraie division, c'est-à-dire la division de classe. Les gens comme Bayrou et Macron, qui passent pour des modérés dans notre société, ou des centristes, ils sont en permanence en train de dévier l'attention de leur politique en répandant des mensonges, des théories du complot sur les migrants, sur les musulmans, sur tous ces gens-là, sur les trans, plein de choses comme ça. Et ce genre de sentiments racistes, homophobes, misogynes, il imprègne la société. Et puis ensuite, il est récupéré à des fins opportunistes par des gens qui se trouvent plus à leur droite, des gens comme Retailleau par exemple, qui vont encore plus loin dans leurs mensonges. Et cette rhétorique, elle finit par être récupérée par les vrais petits groupes fascistes, des gens comme Génération Identitaire ou le collectif Némésis. Et c'est comme ça que fonctionne le processus. Les idées, elles partent d'en haut, et elles se connectent ensuite à certaines couches de la société, ce qui reste de la classe moyenne ruinée, à certaines petites couches désorganisées de la classe ouvrière, dans certains cas. Mais les groupes fascistes sont, encore une fois, isolés et faibles. Ça, on le voit avec la rapidité avec laquelle ils sont contenus, soit par l'État bourgeois, soit par les mobilisations ouvrières quand ils se mettent à s'agiter. Par exemple, quand les Proud Boys s'organisent aux États-Unis pour prendre le Capitole, ou quand il y a les émeutes en Grande-Bretagne. Où justement, il y a 30 000 fascistes, mais au bout du 9e jour, il y avait le nombre de manifestants antifascistes dans les rues dépassait largement le nombre de fascistes. En 9 jours. Et on le voit aussi quand ils se mobilisent pour des manifestations nationales. À Paris, il y en a eu une en début mai, là, je crois. Ils étaient 1000. Ils sont des fois un peu plus, peut-être 10 000 de temps en temps. Mais c'est assez pathétique par rapport au nombre de manifestants que peut mobiliser la gauche quand elle essaye de le faire. Ça, c'est un ratio que bien sûr, on doit... C'est un très bon ratio. Mais il faut aussi dire que c'est pas juste le fait de mobiliser en soi, c'est pas suffisant pour contrer les fascistes. Regardez le niveau de mobilisation des masses en Inde. 250 millions de personnes en grève, plus le mouvement paysan, ça fait presque 500 millions de personnes qui se mobilisent. Ça n'empêche pas les 6 millions de fascistes de faire des carnages et de semer le chaos. Regardez l'exemple de l'Allemagne pendant l'entre-guerres. Vous pouvez être sûr qu'il y a eu plein de mobilisations contre les nazis pendant une décennie, ça n'a pas empêché les chemises brunes d'agir, ça n'a pas empêché Hitler d'arriver au pouvoir et d'y rester. Donc on a besoin bien sûr de ce bouclier qui est apporté par la masse des gens mobilisés, par ce ratio de 1000 fascistes contre plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de travailleurs mobilisés. On a aussi besoin d'une arme politique qui nous permette d'abattre le monstre fasciste une bonne fois pour toutes. Et par une arme politique, j'entends un programme politique. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que même si le fascisme ne va pas arriver demain au pouvoir, il ne va pas non plus s'en aller d'ici demain non plus. C'est la conséquence de la crise du capitalisme. Le capitalisme a été dans une crise continue et mondiale depuis 2008. Il y a eu une énorme baisse du niveau de vie depuis. Les travailleurs ont été forcés de renflouer les banques, puisque les gouvernements ont transféré et continuent de transférer des montagnes de dettes privées dans le secteur public pour être payés par nos impôts. Il y a eu une multitude d'attaques brutales sur les services publics et des mesures d'austérité qui ont été mises en place depuis. Et tout ça pendant que les riches deviennent de plus en plus riches, dans des quantités obscènes, et tout le monde peut le voir. Donc bien sûr, les gens débordent de haine face à ça. Tout le monde voit ça se produire.
Et en conséquence, il y a une profonde colère qui brûle dans la société à l'encontre de l'establishment. Et cette colère est très légitime. Mais elle s'exprime dans toutes sortes de manières confuses. Les groupes d'extrême droite, ils ne parlent pas que de race et d'immigration, en réalité. Ils parlent du manque de logement, ils parlent des écoles surchargées et des hôpitaux surmenés. Ils mettent la responsabilité de cette situation sur les mauvaises personnes, ils mettent ça sur le dos des migrants ou sur l'idéologie woke. Mais ils parlent aussi de l'hypocrisie des libéraux, des mensonges dans les médias, ce qui est légitime. Ils parlent du développement massif de la criminalité, qui existe vraiment, en raison du délabrement progressiste de la société bourgeoise. Progressif, pardon. Ils parlent de la corruption. Tout ça va continuer avec le capitalisme, c'est garanti. Et donc l'extrême droite a la garantie de pouvoir continuer à gagner du terrain, à moins qu'une véritable alternative de gauche se présente et gagne du terrain sur ce sentiment de révolte aussi. L'extrême droite, elle gagne particulièrement du terrain dans la classe moyenne, et il est clair qu'il y a une crise terrible de la petite bourgeoisie en ce moment. J'ai vu un graphique qui montrait le nombre d'entreprises européennes qui se créent chaque année. Bon, le graphique, il est relativement plat, avec un petit gouffre au niveau du Covid. Mais à côté de cette courbe, il y avait une autre qui montre le nombre d'entreprises qui font faillite. Et on voit qu'à partir du Covid, elle augmente exponentiellement. Donc on voit que la ruine de la classe moyenne se réalise. Et il y a une crise au sein de la paysannerie aussi. Il y a eu un mouvement des petits agriculteurs important dans toute l'Europe l'année dernière. Et on voit que ces agriculteurs sont tous très, très, très en colère et très anti-establishment aussi. On voit qu'ils sont dans le viseur de l'extrême droite, partout en Europe, qui essaient de gagner leur soutien et qui essayent de les lier en fait, à ce sentiment nationaliste anti-immigration. Pendant le mouvement, par exemple, Bardella, il proposait, dans une lettre ouverte aux agriculteurs, une grande loi « Mangeons français » de patriotisme économique, qui fixerait l'objectif d'atteindre 80% de produits agricoles français dans les cantines scolaires, donc en évitant soigneusement, bien sûr, de parler de la responsabilité des grands capitalistes qui dominent ce secteur. Ça pourrait être très facilement utilisé contre l'extrême droite par la gauche, l'AFI comprise, mais l'AFI, comme les autres organisations, n'ont pas grand-chose à dire et à offrir à ces gens, en fait, au final. Pendant le même mouvement l'année dernière, les partis de gauche faisaient la promotion de mesures comme des prix planchers qui seraient payés aux agriculteurs par l'agro-industrie et la grande distribution. C'est une mesure qui est assez vague, qui est soutenue par Macron aussi, et qui aurait en fait juste eu pour conséquence de convaincre les grands patrons de l'agriculture de délocaliser la production et de se tourner vers la concurrence internationale. Donc c'est une proposition qui ne fait rien avancer et qui ne permet pas de concurrencer la proposition de Bardella. Imaginez à la place si un parti de gauche influent s'était adressé aux agriculteurs et leur avait présenté un programme avec des mesures d'expropriation et de nationalisation des grandes banques et des monopoles de l'agroalimentaire, qui les saignent à blanc, évidemment. Un programme où on proposerait de prendre les 100 milliards de budget annuel que l'État français donne au CAC 40 et d'utiliser cet argent pour développer les services publics, les infrastructures, l'aide aux petites entreprises qui font faillite. Où on proposerait enfin de briser le monopole des laboratoires sur les OGM qui, grâce à leurs brevets privés, rendent les agriculteurs dépendants d'eux, ce qui leur permet de pratiquer les prix qu'ils veulent sur leur commerce. Un tel programme qui serait porté par un parti de gauche qui a de la voix, elle aurait une influence infiniment plus grande sur les agriculteurs en lutte que toutes les propositions nationalistes du RN. Mais en restant modéré, en refusant de s'attaquer concrètement à la finance, les grands partis de gauche actuels, l'AFI en tête encore une fois, lui laissent complètement le champ libre. C'est la seule solution en face de nous au final. Un programme communiste pour la révolution socialiste, la prise de pouvoir par la classe ouvrière. Et un programme politique pour nationaliser les banques, les grands monopoles, la terre, les barons du BTP, pour résoudre la crise de la dette et stopper les mesures d'austérité qui écrasent les travailleurs, la classe moyenne et les agriculteurs. Pour résoudre la crise de logement, la crise du chômage, rendre accessibles les soins de santé, donner un nouveau futur à tous ceux qui souffrent sur la botte du capital financier. Alors, est-ce que le fascisme est arrivé au pouvoir, et si oui, dans quel pays ? Ça dépend entièrement d'une question. Est-ce que la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière débouchera sur un succès, ou est-ce qu'elle sera défaite ? Trotsky a dit que si le Parti communiste est le parti de l'espoir révolutionnaire, alors le fascisme, en tant que mouvement de masse, est le parti du désespoir contre-révolutionnaire. Mais l'espoir n'est bien sûr pas suffisant par lui-même. Il faut une compréhension scientifique de ce qui se passe, et les prises de position et les mots d'ordre corrects qui en découlent. Il faut une arme idéologique, une arme politique. Mais il faut aussi un parti, une organisation qui puisse utiliser, qui puisse manier cette arme. Donc cette arme politique et le programme de cette discussion, cette journée en général, elle a pour but d'affûter cette arme, d'améliorer notre compréhension scientifique du capitalisme, de la lutte des classes et de ses dynamiques et de ses phénomènes, le fascisme inclus.
Et tous les exemples qu'on a vus ont montré que ça ne pouvait pas être improvisé. C'est pourquoi il nous faut un parti pour manier cette arme politique. Et c'est pourquoi Trotsky, il concluait son pamphlet sur la révolution en Espagne, écrit en janvier 1931, c'est-à-dire au début du processus, il concluait « Pour une solution salutaire à toutes ces tâches, 3 conditions sont requises. Un parti, encore un parti, et une fois de plus un parti. Camarades, c'est notre tâche, construisons ce parti. » Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire.